Hello hello, c'est Marie Astrid, alias Ketos, sur les réseaux. Aujourd'hui, je tourne une vidéo un petit peu spéciale. Elle sortira que dans 3 mois, mais je me tente quand même l'introduction. Aujourd'hui, on fait une vidéo objectif Woolstock Léman. Je suis trop contente. Ça fait une semaine que j'ai eu l'idée. Je vais vous expliquer un petit peu tout le process. On va parler de mon hypothétique visite au festival laineux Woolstock à Sciez-Léman. Alors dans la PAC de mars, je vous disais que le festival de Woolstock Léman se déroulait les 14 et 15 juin et que normalement je ne pouvais pas y aller vu que je fêtais les 90 ans de mon grand-père. Il s'avère que au final, nous allons fêter les 90 ans de mon grand-père une semaine plus tôt. Et donc, je revérifie les dates et il s'avère que la semaine d'après, je suis en vacances. Et donc, l'idée m'effleure de me dire, ah bah tiens, pourquoi pas. Je mets mon compagnon dans la boucle, donc je lance l'idée en l'air de, ah tiens, au fait, on n'irait pas au lac Léman une semaine en juin. Et au pif, si ça tombe pendant la semaine où il y a le festival laineux, ça serait super chouette. Et vraiment, je lance l'idée, hein. Et ben, il est rattrapé au vol. Il faut savoir que ça fait plusieurs années qu'on aimerait faire un petit séjour à la montagne en été. Le summum ce serait et également en hiver. On est en train de planifier ça, mais vu qu'on est loin de tout, on hésite encore à savoir si on part dans les Pyrénées, dans les Alpes, comment on fait pour gérer la voiture avec la neige, nous qui ne connaissons pas ça. Et donc là au final, une petite semaine en été, bah, ça résoudrait une partie des problèmes et ce serait sympathique quand même. Et donc me voilà à m'accrocher à cette idée, qui n'est plus forcément une idée en l'air. Après je ne me mets pas bille en tête si jamais ça ne se fait pas, mais ça m'a reboosté pour mes vacances d'été, et au final je trouve l'idée super cool. L'autre chose super cool, c'est que c'est bien d'aller au festival laineux, mais en vrai, pourquoi je fais ça? En 2025-2026, j'aimerais vraiment rencontrer les croches copines. Et Émilie, vu qu'elle est à Strasbourg, de l'autre côté de la France, je me doute que ça va pas être facile qu'on se rencontre. Mis à part tabler sur un salon, c'est pas forcément évident. Donc là, tout ce début d'année, je pouvais vraiment pas y aller. Et donc j'avais cette idée-là de Woolstock Léman, tout en étant vraiment farfelu par rapport aux dates et par rapport à la distance. Mais là, si ça passe pendant des vacances, ce serait une super idée. Et donc là, ma motivation est aussi de faire une surprise à Émilie. Vraiment en mode, je débarque sur le stand en mode coucou bonjour. Et donc ça, c'est une idée qui ne fera plaisir peut-être qu'à moi. Mais moi, ça me motive, vous pouvez pas savoir. L'autre chose qui m'a motivée, on en a d'ailleurs parlé dans la PAC de mars, c'est qu'il y a 2 modèles qui sont sortis pour le festival. En plus, la vente de ces patrons soutient 2 associations. J'aime beaucoup l'idée. Et donc moi, si je prends le patron au crochet, je soutiens en plus Émilie. Au début, j'étais pas forcément emballée par le projet. Et après, quand j'ai su quel combo de fils j'allais prendre, bah c'était parti. Pour rappel, ce sera les fils du Québec de laine biscotte. Alors, il y a la Bissoc teint par Patrick Nitz, ça c'est le coloris Aurore Boréale. Et j'ai également un bleu foncé, le teal, pour aller avec. Et donc tout ça, vraiment, les planètes sont alignées. Je pense qu'il y a moyen que je vous embarque avec moi dans la réalisation de ce châle et dans mon projet planification pour aller au lac Léman. Alors dans l'absolu, on a commencé à regarder pour y aller en train. La problématique, c'est qu'on passe par Genève et que je n'ai pas d'idée de comment gérer le chat et le chien dans ces conditions. Parce que oui, moi quand je pars en vacances, j'amène tout le monde. Donc dans l'absolu, s'il faut faire que des vaccins, ça ne me gêne pas. D'ailleurs, je les ferai peut-être en préventif. Mais pour le moment, on n'est pas forcément parti sur le train. Si on prend notre voiture, il faudra qu'on fasse la petite révision avant. Et donc là, on est en train de regarder, mais il y a vraiment moyen de se faire quelque chose de sympa. En tout cas, c'est tout bête, c'est un projet qui m'a reboosté. J'ai donc commencé par acheter le patron. Donc ça, c'est sur le site internet du festival. J'ai également acheté mon billet pour le dimanche. Là, je peux me permettre de me dire, tant pis, je soutiens le festival et si jamais j'y vais pas, j'ai une place d'entrée de perdu. C'est pas dramatique. Pour le moment, j'ai pas encore reçu le patron parce que ce sont les organisateurs qui le renvoient par mail. Ça ne saurait tarder. Et donc, mon combo de fil est tout trouvé. Il n'y aura plus qu'à adapter la taille de crochet. Mais bon, ça, je sais que je vais descendre de crochet par rapport à Émilie. Et vu que de toute façon, j'ai 50 grammes en plus, normalement, ça devrait bien se passer. Bon, et mieux vaut tard que jamais, on est parti pour le bobinage du fil
de chez Biscot Yarns, la Bisoc et la Patrick Knits. Ça c'est le coloris Aurore Boréale, ça c'est le coloris Tail. D'où le sac Aurore Boréale de chez Petite Cousette et compagnie. Et donc on est parti pour bobiner ces deux écheveaux pour réaliser le châle brise floral d'Emilie de Croche Tamaille. J'ai également commandé sur le site de Croche Tamaille des perles et les aiguilles qui vont bien pour enfiler les perles au fur et à mesure sur le châle, même si je ne suis pas sûre de le faire pour le moment. J'avais quand même pris de toute façon des couleurs qui iraient bien avec les écheveaux. On verra au moment voulu, mais pour le moment je ne suis pas forcément partie pour mettre les perles. Petite surprise, je m'y attendais pas. C'est écrit dessus ou pas? Ouais, non. Il y a 2 fois 50 grammes. Donc il y a un écheveau où il y a beaucoup de pourpre et l'autre où il y a un petit peu plus de nuances. Ça risque d'être vraiment sympa. Alors ça c'est magnifique. Donc je sais plus si je vous avais dit, donc le coloris Aurore Boréale va me servir pour le corps du châle et je ferai la bordure en teal. Alors les couleurs ne rendent pas forcément bien à la caméra, mais c'est juste magnifique. Je vais me lancer à l'arrache sans faire d'échantillon. Le crochet recommandé c'est du 4, moi je pense que je vais partir en 3,5. J'hésite à passer sur du 3,25. Mais je suis pas sûre d'avoir un 3,25 qui me plaise. Donc normalement je devrais pas perdre un yarn chicken même si je me foire de taille de crochet. Parce qu'il faut normalement 420 à 450 mètres de fil. Et que là moi j'ai 600 mètres. Donc normalement je devrais m'en sortir. Donc dans les deux cas c'est du fil à chaussettes, c'est la Bisoc de chez Laine Biscot, donc c'est la 85% Merino Superwash, 15% nylon. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé ce projet pour utiliser ces fils. Ça va faire 1 an que je suis partie au Québec, donc je pense qu'on est pile dans le petit mood de nostalgie, tout ça, donc utiliser ces fibres là à ce moment là, je pense que c'est parfait. Et c'est pas souvent que je vous montre les marqueurs de mailles. Là je pense que je vais en mettre 2 aux extrémités pour être sûr de ne pas me planter. Donc une petite baleine et le bivouac sous les étoiles. Et selon comment est designé le patron, pour marquer le milieu du châle, le petit souvenir du musée de la baleine, le marqueur queue de baleine de Tadoussac. L'autre chose que j'ai bien avancé, c'est le brise floral d'Emilie de Croche Tamaille. Au final, c'est la couleur qui m'a vraiment motivée. Vraiment, quand j'ai bobiné, j'ai capoté devant ce coloris. Le deuxième est très beau aussi, un peu bleu pétrole, bleu canard comme j'aime. Mais vraiment, celui-là, Aurore Boréale, impressionnant. Et je vous dis pas en crochetant. Samedi, je me suis emballée, j'ai fait toute la première section. Bon, vous vous doutez bien que je suis descendue de taille de crochet par rapport à Emilie.
Il faudrait que je lui demande quel est le vrai crochet qu'elle a utilisé elle, parce que je sais déjà que quand elle annote le patron, elle prend déjà un crochet plus petit que ce qu'elle a utilisé. Il paraît peut-être un peu moins souple que le sien, mais il n'est pas encore bloqué. Donc samedi, je me suis motivée, j'ai fait un mini échantillon et ensuite j'ai fait la première section. Bon, aujourd'hui il fait moche, je pense que le rendu de la couleur va pas être GG. C'est juste trop beau. On a vraiment des ressentis d'aurore boréale quand on est sur certaines mailles vertes, puis ensuite sur du violet, c'est magnifique. Ah, la caméra rend vraiment pas justice, hein, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, samedi matin, peut-être que j'étais pas si bien réveillée que ça, mais je me suis lancée dans le point contrarié. Et dans chaque patron d'Émilie, on apprend des choses. Ce point-là, je crois que je l'avais déjà fait, mais peut-être pas avec des mailles serrées, peut-être qu'avec autre chose. En tout cas, ce point m'a contrarié moi. Je pense que c'est lié au coloris ultra varié. Je passe un peu du coq à l'âne. Là, j'ai regardé le vlog de rattrapage d'Émilie. Elle a un peu peur que sur ce châle-là, le ressenti des gens soit qu'il ne soit pas forcément accessible. Donc je nuance mon propos sur le point contrarié. Je pense vraiment que c'est lié au coloris. Les tutos d'Émilie, moi je les trouve toujours très bien faits. On est tenu par la main, on a le nombre de mailles à la fin de chaque rang. Donc si on a envie de compter, on peut, si on fait confiance, on y va un peu plus tranquille. Ce sera sûrement pas un châle débutant, mais on n'est peut-être pas sur le châle le plus complexe du monde non plus. À voir une fois qu'elle sera terminée. Donc faire les mailles serrées dans les mailles en l'air, ça m'a pas dérangé. Le rang de préparation de la troisième section en bride, vu que là on était en sens inverse du rang précédent, à un moment donné j'étais perdue. J'ai bidouillé. Mon nombre de mailles était pas bon, j'ai dit je ne sais même pas à quel rang c'est, parce que sur cette partie là j'ai pas forcément beaucoup compté mes mailles. Je me suis dit on va rattraper avec le nombre de brides. Mais c'est pas un défaut de patron, c'est vraiment là moi. Ma tension qui est peut-être pas forcément bonne et ce coloris là qui m'a perdu. Pourtant j'aime bien le rendu du point. Et puis une fois que j'en étais arrivée à ma deuxième section, j'ai regardé le châle et j'ai fait mais je me rappelle pourquoi j'ai pas postulé à l'appel au test. Pas du tout à cause des perles à la fin, dans la bordure, parce qu'en plus c'était optionnel dans l'appel au test. Mais c'est que c'est un châle triangulaire, avec de la dentelle. J'aime pas spécialement la dentelle, et je n'aime pas les châles triangulaires. En plus au crochet, c'est vrai qu'avec un seul écheveau, on n'a pas forcément beaucoup de marge pour faire un petit peu plus en taille. Donc ça fait forcément un châle chèche quoi. Et bien là forcément à la fin de cette deuxième section on est typiquement dans ça, on a un triangle isocèle. Après j'ai réfléchi, je dis oui mais au final quand j'ai commencé le projet je le savais. Bon là j'ai pris le retour de boomerang, j'ai oui je le savais, mais là c'est concret. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que dans ce vlog là, Émilie nous montre le rendu avec les perles, chose qu'on ne voit pas bien sur certaines photos. Et là en vidéo ça faisait vraiment trop beau et je pense vraiment que je vais les mettre. Parce que j'ai eu un moment de doute de me dire est-ce que je ferai pas tout le châle avec ce coloris là. Je suis sûre de ne pas avoir assez. Donc je vais quand même faire la bordure comme ceci. Mais j'ai des perles qui vont très bien aller dans des tons un petit peu comme ceci. Je vous montre. Purée, j'ai rangé, je retrouve plus les perles. J'ai dit ah je les mets là comme ça je suis sûre de les retrouver. Elles sont là. Celles-ci, elles sont dans les tons bleus avec un effet un peu essence. Et les autres, il y a un petit peu plus de vert et de violet. Et celles-ci, je pense qu'elles iront très bien. Bon, il va falloir que je gère au montage. Je ne sais pas ce que je garde pour la pack et je ne sais pas ce que je garde pour la vidéo de Woolstock. Affaire à suivre. Bon, l'autre chose que je voulais dire aussi. Donc au final, un châle triangulaire avec de la dentelle. Pourquoi est-ce que je le fais si je n'aime pas ça? Premièrement, c'est le châle du festival Woolstock. Et maintenant que j'ai décidé d'y aller, ce serait quand même cool d'y aller avec le châle du festival.
Deuxièmement, c'est un design d'Emily, donc j'apprends toujours plein de choses et je suis toujours surprise. Et au final, c'est peut-être pas si mal de sortir de sa zone de confort de temps en temps. Oui, c'est un châle triangulaire à dentelle, mais j'ai quand même très envie de le faire et on verra au porté. Peut-être qu'au final, ça va le faire. Et en plus, Emilie a suggéré une façon de le porter en déployant la dentelle au niveau du décolleté. C'était très joli. Donc peut-être qu'au final, ça pourrait me faire un châle pour mon costume steampunk. Parce que dans les coloris, ça irait bien. Donc non, au final, je suis super contente de faire ce projet. Hello hello, nous sommes le mercredi 7 mai et je reviens faire un petit point avec vous sur l'organisation de Woolstock-Léman. On a trouvé un appartement à Sièze-sur-Léman avec un rez-de-chaussée. Bon, le petit chalet qu'on avait trouvé au début était bien sympathique, mais il y avait une différence de prix. Et donc là, l'un dans l'autre, on est un petit peu plus proche du lac. Ça nous va bien aussi. Et du coup, ça veut dire que je pourrais aller à pied au festival. Petit chat, tu fais du bruit. Bon, et bien tant que j'y pense. Donc oui, le chat est un peu lourd. Et donc là, je vois sur les réseaux sociaux du festival Woolstock que c'est dans moins d'un mois. Là, on est quasiment à 22-23 jours. Je suis pas prête dans ma tête. Pour moi, on est en vacances encore dans un mois et demi, 2 mois. Non, 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 c'est presque demain qu'on est en vacances. Bon, tout ça pour dire qu'effectivement, pour partir en vacances plus sereinement, j'ai racheté un sac à dos de voyage pour mon chat. Donc là, j'en avais un pour un chat de 5-6 kilos. Et là, vu qu'il est un petit peu forci, ce petit chat, donc là j'ai pris un sac plus grand pour un chat de 7-8 kg, donc c'est pas mal. Ça prend de la place sur le dos et en même temps quand on portait le chat de toute façon on pouvait rien porter d'autre. Donc l'un dans l'autre, là le chat plus d'espace, je pense que ça va être un bon compromis. Alors une dernière chose à vous montrer, le brise floral. Il avance bien. Il est assez souple sur les côtés, je suis contente, je vais pouvoir tirer un petit peu dessus pour éviter qu'il ne fasse un effet trop équilatéral. Même si je pense qu'il va être assez long, je ne devrais pas être embêtée pour le porter. Sachant qu'il n'est pas fini. Alors là j'en suis à 2 rangs avant la bordure. Au début je vous disais que la bordure je pensais pas mettre les perles et au final je pense que je vais le faire. Au début je m'étais dit que j'allais faire la bordure avec ce coloris là, mais finalement le rang de bordure ce n'est que le rang avec les picots. Et j'ai quand même l'impression que ça me donne moi l'impression qu'il n'y aura pas de lien entre les deux parties. Donc là moi j'en suis à ce rang là. Donc le prochain rang c'est le rang où on ajoute 2 blocs dans un espace. Et je me demande si c'est pas le moment justement d'ajouter cette couleur là pour que ça fasse une sorte de lien. Donc je pense que je vais tenter ça parce que j'ai quand même posé la question à Emilie, savoir si elle avait un avis, et elle me dit, elle, quand elle a designé, vraiment elle a pensé en couleur unie. Elle m'a donné le contact des testeuses qui ont fait des versions bicolores. Alors il y en a une qui a fait du bicolore au moment des changements de section, sur les rangs à trous là. Et la chose qui me conforte à faire le changement maintenant, c'est qu'il y a quelqu'un qui a utilisé un fil dégradé. Donc au final on voit la différence entre chaque rang. Et il y a une partie blanche à ce niveau-là, avant de repartir sur du rosé. Et je trouve pas ça choquant. Donc ça me conforte pour le moment sur ceci. J'ai aussi décrété que j'avais assez de matière pour faire une vidéo spéciale pour le châle brise floral qui est en train de sécher là. J'étais agréablement surprise, c'était apaisant de mettre les perles au fur et à mesure, donc je suis contente d'avoir fait ça. Hello hello, nous sommes le mardi 24 juin, je suis rentrée de vacances et j'ai commencé le montage de la vidéo de Woolstock et il me manque des bouts, c'est pas forcément très cohérent, donc je vais essayer de rafistoler ça. On commence du coup avec le rendu du brise floral. Donc comme je vous disais, j'ai commencé à insérer le contrastant assez tôt, plutôt que uniquement sur le dernier rang. Et je trouve que ça rend bien. J'appréhendais également l'étape des perles et au final ça s'est très bien goupillé. J'ai eu juste un doute,
Au final, j'étais quand même contente d'avoir regardé la vidéo d'Emilie parce qu'elle précise qu'il faut crocheter sur l'envers pour que les perles se mettent correctement sur l'endroit. Et donc moi, vu que je suis gauchère, à un moment donné j'ai regardé mon ouvrage et j'ai fait oula, j'ai un souci. Donc il a fallu que je coupe le fil et que je recommence de l'autre côté pour être d'équerre. Mais ça rend super bien. Donc là, je ne l'ai pas lavé, je l'ai bloqué. Je vous mettrai d'ailleurs une photo par ici. Je l'ai bloqué avec des peignes et des épingles de couture. Et ensuite, je suis venue l'asperger avec un mélange d'eau et de lessive sans rinçage. J'ai vraiment bien mouillé. J'ai même mouillé 2 fois, je crois. Parce qu'il faisait assez chaud dans l'atelier à ce moment-là. Donc il a séché une petite semaine. Et ensuite, j'ai désépinglé et vraiment, je suis contente du rendu sur les picots. Ça fait une belle bordure. Au niveau de l'envergure, on est tout pile. J'avais beau avoir fait quelque chose d'assez lâche sur les premiers rangs, c'est la partie qui est quand même la plus rigide de ce côté-là. Donc j'ai pas pu tirer beaucoup dessus au blocage. Il faut que j'arrive quand même à trouver une façon de le nouer proprement pour que ça bouge pas trop et qu'on voit bien la bordure et les perles. L'autre chose que j'ai pas fait avant de partir, c'est de peser mes restes de fil. Et il me reste exactement 28 grammes de chaque. Donc en théorie, j'aurais eu assez pour faire le châle. Donc en théorie, j'aurais eu assez pour faire le châle uniquement dans ce coloris-là. Le Aurore Boréale de chez Patrick Nitz. Mais au final, je suis contente d'avoir utilisé les deux. Au niveau des perles, j'ai utilisé à mon avis un tiers du paquet. À un moment donné, j'ai même hésité à recommander de ce fil-là. Pour le moment, il n'est plus en ligne, ni sur Biscotte Yarn, ni sur Patrick Nitz. Tant pis. Donc il me reste quasiment 50 grammes de ces deux fils. À voir ce que j'en fais. Mais vraiment, celui-là, j'ai adoré le crocheter. Bon, et bien maintenant que le brise floral est terminé, il n'y a plus qu'à préparer la valise et c'est parti pour Woolstock. Hello hello, nous sommes le mercredi 25 juin et je reviens faire un petit débrief de mes vacances et du festival Woolstock. Bon, vous excuserez mon pyjama et la tête décoiffée. J'essaie de ne pas faire trop de bruit, d'où le cadre un petit peu inhabituel. Et en plus, je tourne en face cam, mais je pense qu'au final, je vais vous incruster des petites photos et des vidéos au fur et à mesure. Donc normalement, ça ne devrait pas être trop gênant. Et donc c'est parti pour une semaine en Haute-Savoie. Donc un des objectifs, c'était d'être le samedi soir à Sciez pour être tranquille. Vous allez entendre le chat qui joue tout le temps, hein. C'est pas grave. Donc un des objectifs, c'était d'être le samedi soir à Sciez pour pouvoir être tranquille le dimanche au salon. Vous imaginez bien que Brest-Sciez, j'ai pas fait ça en une seule fois. Donc on est parti le vendredi 13, j'ai fait un petit arrêt à Saint-Brieuc pour faire coucou à la famille, et on est parti dormir à Rennes. Le samedi 14, on a repris la route vers 8h. À l'insertion de 4 voies à Rennes, il y a 2 feux à 10 mètres d'intervalle. Au premier feu, on tombe sur un binôme habillé en mode années 80 qui faisait du stop. Et là, je me suis dit, oh, ça doit être notamment de jeune fille, vie de garçon, quelque chose un petit peu comme ça. Au feu d'après, donc genre à 10 mètres, on tombe sur un binôme habillé en tenue de sport en mode plutôt équipement de tennis. Vous savez, avec les bandeaux sur la tête là. Bon, ça nous fait sourire et on se dit, bon, on passe en mode désolé, la voiture est pleine, et on continue notre route. À la sortie de la rocade direction Angers, on retombe encore sur un binôme à un rond-point. Vous voyez, on commence à se dire, c'est quand même bizarre cette histoire. On continue notre route et 2 km plus loin, on tombe sur 25 personnes qui attendent toutes dans la même ligne droite. Et là on se dit, non c'est pas possible. À mon avis, il y a un truc. Et donc je commence à farfouiller sur internet et il s'avère que tous ces gens participaient au Mad Jack Stop. Donc je vous la fais courte, l'idée c'est de partir le matin vers 7h de différentes villes de France pour rejoindre un petit village dans la Creuse. Alors si j'ai bien compris, le village n'est jamais fixe. Et à l'arrivée, il y a 24 heures de festival non-stop. Donc Rennes faisait partie d'une des villes de départ. Donc dans le groupe, là, il y avait des gens habillés en Sailor Moon, en tuche, en Barba Papa, Barba Mama.
Donc c'était assez drôle, mais nous on continue notre route, même si techniquement on est encore dans le chemin pour pouvoir prendre des gens en stop, on est toujours plein. Donc là on continue notre route, Angers, Tours, on s'arrête à l'aire de repos du centre de la France. Donc là moi je m'arrête juste acheter un petit peu à manger, il commençait à faire super chaud, il n'y avait pas un pet d'ombre et c'était blindé, donc on a pris la décision au final de continuer notre route et de s'arrêter à l'aire de repos d'après. Donc sur la petite aire de repos, on a pique-niqué tranquillement à l'ombre. À ce moment là on voit un couple qui se fait déposer et je vois des pancartes et je leur dis ah bah, vous irez pas dans la Creuse par hasard? Il me dit si, vous auriez pas un peu de place? Ah, j'ai dit déjà nous on part vers l'est, je pense que vous à votre niveau il va falloir que vous commenciez à descendre au sud. Et c'est à ce moment là que je réalise qu'ils sont habillés en Léon et Mathilda. Je pense qu'ils ont fini par arriver. Après au final ils disaient que c'était peut-être pas le meilleur costume parce que déjà c'était des gros manteaux donc il faisait chaud. Et au final ils disaient qu'en mode Léon c'était peut-être pas le plus pratique pour aborder les gens. Donc là on commence à prendre la route de Montluçon. On a une ou deux côtes où la voiture commence à dire ouf, je m'essouffle un peu, j'ai un peu de mal à monter la côte. Et ensuite on arrive à Bourg-en-Bresse. Sortie du tunnel, on tombe sur les montagnes comme ça. J'étais pas prête. Ça a duré que 5-10 minutes, mais sur le moment, j'étais pas bien. Plus la voiture qui commençait à dire je veux pas monter la côte. Dès qu'on descendait, je disais à Alexis oh, mais au retour, il va falloir la monter la côte. Donc bon, j'étais pas forcément très sereine. On a fini par avancer, on est allongé Genève, on est arrivé à Annemasse. Et là, à la sortie de l'autoroute, j'ai été stupéfaite. Un monde, mais partout. Un flux ininterrompu de voitures jusqu'à Sciez. Moi, naïvement, je me dis, oh, on est samedi, ça doit être les gens qui reviennent du lac. Et ben, il s'avère que pas du tout. Si on regarde un petit peu la carte, c'est la route qui permet d'aller de Thonon à Genève ou Annemasse. Pendant tout notre séjour, il y a eu un flux ininterrompu de voitures. On a dû tricher pour devoir s'insérer, vraiment. Vraiment, on dit qu'en Bretagne, il y a des ronds-points partout. Mais là, il faudrait qu'ils réfléchissent à mettre des ronds-points, parce qu'il n'y a pas beaucoup de feu, il y a quelques ronds-points. Pour s'insérer, c'est pas forcément facile. Et on s'amuse pas à prendre la petite route pour dire, ben, tiens, je vais gagner du temps. Et donc moi, j'ai trouvé ça vraiment une curiosité, cette route et cette vie autour du lac Léman. Ça mettait un petit peu dans l'ambiance de ville balnéaire et j'ai vraiment été surpris du coup du monde. On a fini par arriver à Sciez, on était bien accueillis avec la petite déco. Donc avec tout ça, on est arrivé à notre Airbnb vers 19h, sachant que le GPS nous avait promis 8 heures de trajet. Entre les pauses et le fait qu'on n'était pas à vitesse max à chaque fois, 11 heures de trajet, ça me paraît pas incohérent, mais purée, qu'est-ce que c'était long. On était bien content d'arriver. Donc on a fini par arriver à notre Airbnb. La déco baleine et canana nous a bien aidé à nous y sentir bien. Même les animaux ont tous adopté le lieu. Et mon chien qui déteste aller dans mon jardin a kiffé celui-là. C'était super drôle de le voir jouer, que vraiment d'habitude il boude les jardins. Mais là il était très content. Qui l'eût cru? J'ai un chat assistant, je vous montre. Ça va Télio? Coucou. Ça va? Donc moi là toute la journée je commençais à regarder comment se passait le festival, ça donnait vraiment envie. Et au moment de manger, je tombe sur une story d'Emilie qui dit qu'elle est au port. Et donc là moi je dis à mon chéri, on va peut-être attendre un petit peu avant de descendre. Parce que nous pour la balade du soir on s'était dit que ça pouvait être sympa d'aller faire un petit tour au lac. Et ne connaissant pas trop la région, je m'étais dit on va aller directement à la base nautique, ça ira très bien pour le premier jour. Après manger, il est 21h et on décide de descendre tranquillement avec le chat et le chien faire un petit tour au port. Donc là, on est parti pour se balader et moi je suis dans un mood, si jamais Emile est encore là, essayer de l'éviter. Vous me voyez venir ou pas? On commence à se balader et moi, une fois que j'ai mon chat dans le sac à dos et mon chien en laisse à gérer, je regarde plus vraiment les gens autour de moi. Donc je ziote quand même un petit peu sur les terrasses, mais il commence à faire nuit, donc moi je suis vraiment focus mon chien et mon chat. On se balade, on tombe sur des sens interdits, donc bon, on fait plusieurs fois le tour du petit port. Donc sur internet, moi j'avais trouvé que la plage de Sciez était accessible aux chiens.
Et là on arrive sur la petite plage. Alors plage, on n'a pas la même définition de plage, mais c'est un, moi j'appelle ça un accès à l'eau. Il y a des galets et de la pelouse. Et en plus, vu qu'il n'y a pas de marée, vraiment il y a 3 mètres entre le chemin et l'eau. Mais c'est une plage. Et donc là on tombe sur des gros panneaux, chien interdit sur la plage, chien interdit sur la pelouse. On se dit ah bon, on va pas se tenter, même s'il fait nuit, on aurait pu passer je pense. On s'est dit bon, on va refaire un petit tour. On regarde la tombée de la nuit, on est vraiment stupéfait par la clarté de l'eau du lac. En plus l'eau était fraîche, on aurait pas eu les animaux, je pense qu'on se serait baigné. Alors l'eau était fraîche. Pour nous l'eau était bonne. Après, peut-être que pour les locaux, c'est un peu frais. Ça faisait un contraste entre la température extérieure et la température de l'eau, mais pour nous, l'eau était bonne. À mon avis, on était aux alentours de 18-20, je pense. Pour nous, c'est pas mal. Après cette petite balade nocturne, on rentre à la maison et j'ouvre Insta. Un message de Croche-Tabaye. À cette heure-là, ça pue. Elle m'écrit, c'est très très perturbant. Je viens de croiser ton sosie avec un chat noir dans un sac à dos et un chien qui ressemble franchement au tien. Et là je me dis, bon ma surprise elle va être un petit peu foirée, mais je garde mon sérieux et je me dis non, je ne le dis pas encore. Je dis ah, c'est étonnant ça. Et 2 secondes après elle enchaîne et en plus la personne elle avait un chat au crochet. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, dès que je sors avec mes animaux, je suis en mode focus pour que tout se passe bien et donc je regarde beaucoup moins les gens. Et donc, moi, quelqu'un par exemple qui avait un châle ou une tenue en tricot crochet, j'aurais été incapable de le voir. Et donc, au final, avec Émilie, on s'est croisés. En réanalysant après coup, parce qu'on a beaucoup ri et discuté le dimanche, je pense que j'ai aperçu Aurélia. Mais pour le moment je ne savais pas à quoi ressemblait Aurélia, donc j'ai pas traité cette information correctement. Et une fois qu'elle m'a dit ça, je me dis bon, de toute façon si je débarque sur le stand demain en mode coucou, je me suis dit que ça allait être qu'une demi-surprise, parce que dans sa tête, dans son inconscient, c'est peut-être plausible que je sois par là. Et donc je finis par lui dire qu'effectivement c'est bien, je suis venue une semaine en vacances dans le coin et qu'on se verra demain. J'ai eu un petit moment de ah, je suis un peu dégoûtée. Alexis me dit c'est quand même dingue, tu portes la poisse, la statistique que vous croisiez était quand même faible. Je dis non, en vrai. Bon, en vrai la statistique était forte, il y avait beaucoup de gens du festival qui descendaient vers cette heure-là pour aller faire un petit tour au lac. Pour moi la statistique était forte. M'étais dit avec la tombée de la nuit, peut-être que ce sera bien, et ben non. Et donc le lendemain on en discute avec Aurélia. Et elle me dit, non mais elle a bugué, elle s'est arrêtée, elle a dit, je connais ce chat, je connais ce chien. Mais c'est pas possible, elle peut pas être venue de Bretagne, Marie-Astrid. Et bah si. Bon, et bien après cette journée de route, on était bien content de terminer cette journée du samedi. Alors, le dimanche, vers 10h, 10h30, on prend la route du festival. Donc déjà, rien que pour l'arrivée, chapeau aux bénévoles. Il y avait un grand parking, avec des personnes pour nous guider pour se garer. Le kiosque de l'entrée était bien organisé. On arrivait sur un espace ouvert avec des barnums où il y avait un espace de tissage. Il y avait un endroit pour les cartes blanches. Il y avait des tables avec des parasols pour se poser, boire un coup, crocheter, tricoter à l'extérieur. Il y avait également 3 food trucks avec des offres assez différentes. Rien que d'emblée déjà, la partie extérieure, j'ai trouvé ça assez sympathique. Ah oui, il y avait également l'espace peinture. Au fond, on voyait bien, le gymnase dans lequel il y avait donc les ateliers et les conférences. Et juste à notre droite, il y avait le centre d'animation où il y avait la partie exposant. À l'entrée, il y avait le stand du festival. Et je me suis arrêtée tout de suite et j'ai dit je vais prendre les goodies. Alexis me dit, tu veux pas prendre plus tard? Je dis non, non, tant qu'il y en a encore, je prends. Alors, j'ai pas tout ramené, hein, mais j'ai pris du coup le sac du festival. Pareil, un truc tout bête. C'est bien de ne pas avoir mis l'année. Comme ça, moi, s'ils ont encore du surstock et qu'il y a une deuxième édition, et ben il n'y a pas de merge de gâcher.
J'ai pris un petit pochon en bleu et les marqueurs de maille. C'est pareil, les marqueurs de maille, je vous mettrai une petite photo. Vu que c'est des ampoules, ils ont été pensés pour le tricot et pour le crochet. Ça c'est cool. Sur le stand du festival, il y avait également le petit pot pour la tombola. Je veux payer mes goodies, je dis ah oui au fait, j'aimerais bien participer. Je commence à fouiller mon sac, je dis ah mince, je crois que j'ai oublié mon châle à l'Airbnb. Et donc j'ai Alexis, bon au pire je participerai après. Et là la bénévole elle me dit ah mais je fais confiance. Comment ça vous faites confiance? Alexis me dit oui non mais déjà fait que tu saches ce qu'il fallait faire pour participer à la tombola. Tu savais que c'était un châle, tu disais que tu avais terminé, bon potentiellement c'était logique qu'on te fasse confiance. Je dis oui mais quand même. Et au final j'ai retrouvé mon sac, donc j'ai dégainé mon brise floral et j'ai mis mon petit nom pour participer à la tombola. À ce moment-là, j'ai réussi à m'inscrire pour la conférence de 11h30 sur le blocage. Donc en attendant la conférence, moi je suis allée faire un petit tour. J'ai dit je n'achète rien maintenant, je regarde. J'en ai profité pour faire un petit coucou à Émilie, qui bizarrement n'était pas très surprise de me voir. Donc moi j'étais très contente de rencontrer Émilie en chair et en os. J'ai aussi du coup rencontré Aurélien, que je suivais sur les réseaux. Et j'ai aussi rencontré Ophélie, que je suivais également sur les réseaux. Et donc je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné quand j'ai fait mon brise floral, j'avais hésité à quand insérer le contrastant. Et bien Émilie m'avait renvoyé justement sur le châle d'Ophélie, mais elle avait fait du coup le contrastant au niveau des brides. Moi c'était pas forcément ce que je cherchais, non. Et donc c'est à ce moment là que j'avais commencé à suivre Ophélie, même si je pense que Ophélie, ça faisait un moment que je voyais ses projets, parce qu'elle fait partie aussi des testeuses régulières d'Émilie, et que je crois qu'elle est quand même pas mal active sur le Discord, et donc c'est des projets que j'avais déjà vus. Et donc c'était cool de rencontrer des crocheteuses. Et j'ai fait faux bond à tout le monde pour aller à la conférence avec Sydney au fil du tricot sur le blocage. Au final, c'était limite un cours particulier parce qu'on n'était que 3. Et donc j'ai bien aimé la façon dont Sydney a abordé cette conférence. Elle a commencé par nous demander déjà nos attentes par rapport à cette conférence. Et donc vraiment, ça a été une discussion pendant 1 heure. On a tous appris des choses. Moi, il y avait des choses que je connaissais en théorie, mais c'était bien de se les faire expliquer dans le pourquoi du comment. Et on a réussi à faire quelque chose de très large parce qu'au final le blocage commence un peu déjà au lavage. Donc on a discuté du process de A à Z. Et donc moi j'ai appris plein de choses parce que vraiment ce qui me faisait toujours un peu peur, c'était pas de bloquer en soi, c'était de laver. Parce que vu que je crochette lâche, j'avais toujours peur que mes ouvrages continuent à s'agrandir au fur et à mesure que je lave. Donc là, Sydney elle m'a donné des petites astuces. C'est pareil, moi je n'utilise jamais le mode essorage de la machine à laver. Et ben je pourrais. Donc, normalement avec la force centrifuge, il n'y a pas de raison que mon ouvrage se détende. Une des dernières vidéos de croche-tamaille m'avait déjà convaincue qu'il fallait absolument que je bloque mes ouvrages. J'avais pas encore passé le pas. J'attendais toujours qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud. Là, après cette conférence, j'ai plus trop d'excuses. À part trouver de la place à plat pour pouvoir bloquer, mais normalement vous devriez voir de plus en plus de blocages par ici. Et l'autre chose bête que moi je faisais, c'est que je fais des échantillons pour adapter ma taille de crochet, mais je les lave jamais par flemme. C'est même pas de la flemme, c'est envie d'aller vite dans le nouveau projet, mais il faut absolument que je fasse ça, surtout pour des vêtements. Au bout d'un moment il faut être réaliste. Et on en reparle à mon avis dans la fin de la pack de mai-juin. J'ai commencé le Micha Sweater, mais j'hésite entre 2 tailles. Et ben ce que je vais faire déjà, c'est que je vais bloquer mon échantillon. Et après, la chose qui m'embête un peu, c'est de me dire qu'il faut encore que je redescende de taille de crochet. Et ben si je dois le faire, et ben je le ferai, tant pis. Donc tous les 3, on a vraiment apprécié cette conférence. À la sortie, je me suis tentée un petit tour au salon parce que j'avais pas encore trouvé le stand de Annette Pétavi. Et j'avais envie de prendre des kits pour faire le béret Alva. À la sortie du modèle, je m'étais dit « Oh chouette, ça a l'air un fil un petit peu épais. J'ai bien trouvé du fil sport ou des cas dans mon stash pour pouvoir le faire. » Et au final, c'est un fil particulier parce que c'est un fil tweedé. Qui a un métrage quand même assez particulier. On est à 350 mètres pour 50 grammes. C'est énorme. Donc c'est plutôt de la light fingering et on a un effet un peu gonflant dû au tweed et à la maille utilisée.
Et Annette, elle est déjà en 2,5. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait oula, va falloir que je trouve du fil, pas forcément facile, va falloir que je fasse des échantillons. Et après, quand j'ai réalisé que Annette du coup serait à Woolstock, et là je me suis dit oula, on se calme, on s'emballe pas, on ira acheter le fil adéquat. Et après, si jamais le modèle vous plaît et que j'ai envie d'en faire d'autres, je pourrai adapter. Mais pour le moment, on va commencer avec le fil adapté. Et donc je me suis dit, ça par contre, je suis sûre de ce que je veux, je vais pouvoir acheter le fil directement. J'ai trouvé le stand d'Annette, on a commencé à discuter, et normalement, un béret passe dans une pelote. Et moi j'arrive avec mon discours, je vais peut-être en prendre 2 parce que je ne sais pas comment gérer ma attention et j'ai pas forcément envie de perdre un Young Chicken. Donc dans le doute j'en ai pris 2. Il y avait plein de couleurs et bizarrement j'ai pris du bleu. Donc c'est un béret que j'espère peut-être pas trop chaud, plutôt mi-saison. Donc je ne me voyais pas avec des couleurs sombres. Il y avait un joli pourpre et un joli bordeaux. Il y avait un bleu marine, mais ça m'emballait pas trop. J'avais peur qu'on ne voie pas le relief. Il y avait du jaune, mais c'est pas forcément la couleur que j'apprécie. Et donc là, je me suis dit, c'est un choix délibéré, partons sur du bleu. Au final, on n'a pas mangé sur le festival, mais les 3 food trucks, vraiment, c'était des plats qui donnaient envie. On a mangé dehors, mais on a été chassés par un orage et un vent. On se serait cru sur le chemin des douaniers au mois de novembre en pré-tempête. J'étais vraiment surprise de trouver autant de vent au bord du lac. Et quand je suis retournée vers 16h du coup au festival, c'est assez perturbant parce qu'ils avaient rangé tous les parnums. Et donc ça faisait une petite ambiance de c'est déjà à moitié fini. Et donc moi je suis quand même rentrée faire mon tour. Donc Stéphanie était déjà en train de faire un petit discours pour remercier toute l'équipe organisatrice, les exposants, le public et compagnie. Et vraiment moi ce que j'ai ressenti dans ce festival, c'est le côté humain. J'étais impressionnée par le nombre d'ateliers, le nombre de choses organisées en annexe. Donc il y avait du tissage, il y avait des espaces pour tricoter et crocheter. Il y avait également une randonnée tricot. Moi j'étais pas en état de faire ça le dimanche, mais j'aurais adoré faire une rando tricot dans les montagnes pendant 3 heures. Et, il y avait également des vélos mis à disposition par l'association qui retape les vélos et qui propage l'utilisation du vélo au quotidien pour pouvoir visiter Sciez. Ils avaient également fourni un itinéraire balisé pour pouvoir aller se promener. Et donc moi le midi, ça je vous ai pas dit, j'ai discuté avec une bénévole, j'ai réussi à récupérer ce tracé. Donc il y avait une sortie de prévue en groupe vers 16h. Moi je savais que c'était pas forcément le côté pratique pour moi. Mais il y avait possibilité de récupérer le trajet en papier. Et donc moi je m'étais direct projetée pour visiter dans la semaine Sciez par ce biais-là. Et je suis tombée sur une super bénévole qui m'a décrit un petit peu la région, qui m'a donné plein de conseils d'endroits à visiter. Elle m'a conseillé d'aller au lac du Vallon. Il y avait également la vallée d'Abondance. Vraiment elle a bien vendu sa région. Au final, dans la semaine, on a essayé d'économiser un petit peu la voiture, donc on n'a pas forcément fait ça. Mais déjà, rien qu'autour de Sciez, vraiment ce petit parcours GPS, moi j'ai trouvé vraiment très très intéressant. Et donc c'est ce que je vous disais, moi ce que j'ai apprécié c'est le côté vraiment humain du festival, ça se ressentait, qu'il y avait une belle équipe derrière, il y avait des bénévoles, parce que c'est toujours facile d'avoir plein d'idées, mais après il faut des bénévoles derrière pour mettre en place. Et donc ensuite, je continue mon petit tour et je suis dans une optique. N'achète pas forcément que du bleu, Marie-Astrid, sors de ta zone de confort. Et donc je tombe sur le stand de Une Louve dans les bois, que je ne connaissais pas encore, et je tombe sur un coloris un petit peu caraïbe, un petit peu comme celui-là. Je tombe aussi sur un magnifique bleu profond, bleu nuit, et je me suis dit, Marie, c'est bien beau de vouloir acheter des chevaux simples, mais après qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'au crochet c'est pas forcément évident. Et je peux faire des milliards de châles, c'est pas ça le problème. Mais bon, au bout d'un moment, il faut essayer d'être raisonnable. Et là, il y a Jiminy Cricket qui passe derrière moi. C'est Émilie qui me dit mais il est pas du tout pour toi celui-là. Je dis ben non, c'est du bleu, qu'est-ce que tu veux que ce soit pas pour nous? Et donc, je repose gentiment ce petit écheveau. Et donc, je continue à regarder le stand. Et je tombe sur un magnifique violet.
Et donc celui-là, je l'ai pris pour faire un cadeau à une amie. Et je continue à regarder le stand et là je flash sur un kit à chaussettes. Ça m'a parlé tout de suite. J'ai un gnome normalement que je dois faire avec Moulimeni. J'ai les mini de Tricot Stitch qui sont prêts, mais j'ai toujours un doute de me dire est-ce que je vais manquer de fil, comment je peux organiser tout ça. Et là je tombe sur ce kit là, et je sais pas pourquoi ça m'a tout de suite parlé. Et donc je commence à le prendre dans les mains, chose qu'il ne faut jamais faire. Je sais plus, je regardais l'autre jour un podcast où il disait que déjà de toute façon toucher l'objet c'est déjà avoir fait les 50% de la démarche pour acheter. Et là je souris, regardez le nom du coloris. Et donc là je dis à Ingrid, c'est quand même ballot de faire tous ces kilomètres pour acheter un coloris qui s'appelle Épave en mer d'Iroise. Donc on commence à blablater du fait que je sois de Brest. Et là elle me dit, ah mais cette année je vais venir à Defil et Diode. Donc ça veut dire qu'il y aura encore de nouveaux exposants et des personnes que je... Bon, maintenant je connais Ingrid, mais ça veut dire qu'ils arrivent aussi à renouveler les personnes présentes sur le festival. Donc ça c'est cool. Je continue mon petit tour. Il y avait des choses magnifiques à une maille à la fois. Mais je ne me suis pas projetée, je me suis dit que ça je pouvais au pire aller à la boutique dans la semaine. Un écheveau solidaire, j'ai trouvé des choses magnifiques, mais c'est pareil, vu que j'avais pas de projet en tête, et bien j'ai passé mon chemin. Sur le stand de Christelle Elka, il y avait Pérégrine et je trouvais la DK vraiment sympathique. Mais là, même rengaine, pas forcément de projet associé. Je ne me voyais pas acheter une quantité pull sans avoir réfléchi au projet. Et par contre, je passe devant le stand de Laine Delphine et je vois un fil épais. Et je vois la petite étiquette qui dépasse et je vois DK. Comment ça DK? Dans ma tête, c'était de l'épaisseur pour le gros haran. Et donc je m'avance sur le stand, on commence à discuter avec Florence. Donc elle me dit qu'effectivement le gros haran, elle en a plus, il est encore un petit peu plus épais. Et donc moi je prends en main ce fil là. Il y a un métrage de DK mais qui est hyper gonflant. Et donc au niveau de l'échantillon, on peut lui faire pas mal de choses à ce fil. Et donc Florence, elle a le même problème que moi, elle est tricote lâche, moi je crochette lâche. Et elle me dit que ça c'est un fil un petit peu passe-partout. Et donc là j'ai pris le risque de prendre un écheveau seul pour faire des échantillons et voir comment le fil se comporte. Au pire il atterrira dans un bonnet, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Parce que vous savez qu'avec ma tension lâche, c'est soit je prends le fil recommandé, coucou Tilio, soit je prends le fil recommandé et je baisse la taille de crochet, soit... Et t'as rien fait, Poulpi? Bah oui. Est arrivé ensuite le moment de la tombola, avec le châle du brise floral, et j'ai gagné un kit de keto pour faire de la broderie. Alors c'est vraiment très très beau. Il faut que j'ouvre parce que là, tel quel, ça m'impressionne. Après, j'ai des copines qui font de la broderie, ce ne sera pas un objet perdu qui dormira dans un coin. Si jamais je me sens vraiment pas de le faire, je l'offrirai avec grand plaisir. Donc vers 16h30, ils ont fermé les portes pour éviter l'effet wagon de touristes qui viennent juste se balader. Et donc là, quitte à être dans le coin, je suis restée un petit peu pour le démontage. Ah oui, j'ai oublié de vous dire deux petites choses. Sur le stand de Florence de Laine Delphine, on a aussi pas mal discuté. Et c'est pareil, dans les idées en l'air, j'adorerais aller aux portes ouvertes. On a eu aussi une petite discussion sur les chiens de troupeau. Donc moi je lui disais que je ne connaissais pas du tout sa région. Elle me disait qu'en retour la Bretagne il y avait été très très peu. Mais donc voilà, en idée en l'air c'est pareil, j'adorerais aller aux portes ouvertes de chez Florence. Et donc l'autre chose que je vous ai pas montré, c'est quand Émilie a commencé à remballer son stand, il restait plus qu'un kit de My Woolies, le petit poulpe. Donc j'avais bien entendu la petite musique d'Émilie qui disait que c'était des kits qui étaient complets, bien écrits, faciles à suivre. Et donc je m'étais un petit peu projetée pour en prendre un, mais je ne savais pas trop lequel. Et là, quand elle a commencé à remballer et qu'elle me dit « Ah mais celui-là c'est le dernier », je dis « Bah voilà ». Et c'est vrai que l'emballage est sympathique.
Et dedans on a bien le coton, le crochet, le patron, les tutos, des marqueurs, une aiguille, des œufs de sécurité, de la ouate. Donc je pense que ça va vraiment être un kit assez sympa. Dans la soirée, on a réussi à se trouver un petit moment avec Émilie pour blablater. Émilie a tout de suite dégainé son crochet et son projet en cours. Elle crochette un fil bouclette. Dès le début, je lui ai dit oh, mais j'aurais jamais pris un fil comme ça moi. Certes, il a l'air hyper doux. Elle est avec un crochet assez fin. Et je regardais vraiment son geste et je me dis non mais on n'a vraiment pas la même façon de faire. Et donc là on a essayé de comparer nos tensions et donc elle me dit qu'effectivement moi je bouge énormément la main qui tient le crochet alors qu'elle finalement elle fait une torsion avec la main qui tient le fil. Et c'est vrai qu'il y a tellement de façons de crocheter différentes mais là c'était vraiment concret, rien que sur 20 mailles, voici la différence de tension. Et donc moi j'ai passé une excellente journée. Donc moi je tire mon chapeau à l'équipe organisatrice, c'était vraiment un salon convivial, à taille humaine. Vraiment j'ai apprécié cette journée. Le lundi on a pris le temps de faire les courses. On est ensuite allé à l'office du tourisme, histoire de clarifier cette histoire de plage accessible aux chiens. Alors, à l'endroit où on était le samedi soir, donc on était à gauche de la plage, donc là on a pris le petit chemin et on est arrivé à droite de la plage et là il y a un accès à l'eau qui doit faire 1,50 m entre deux barrières et là il y a marqué chien autorisé. Mais vu qu'il n'y a pas de marée, du coup il y a 3 mètres carrés d'accessible pour les chiens. Et donc là il y avait déjà un chien qui est en train de s'amuser dans l'eau. Rose a forcément voulu aller dire bonjour. Et là je me dis non mais s'il y a plus de 2 chiens déjà à mon avis c'est le chaos total. Mais ça a le mérite d'exister. En plus Ross lui allait à l'eau, il en a rien à péter, donc on a continué notre balade, mais donc ça a le mérite d'exister, surtout en cette période de l'année où il fait quand même assez chaud. Un coin à l'ombre où on peut juste mouiller les pattes des chiens pour les rafraîchir, c'est vraiment un plus. Donc le lundi après-midi on a commencé à se balader autour du parcours que j'avais récupéré au salon. Donc nous on l'a fait à pied. Et on a longé un petit ruisseau au frais, vraiment pour la balade de l'après-midi avec le chien, c'était super agréable. C'était un petit parcours de 20-25 minutes, mais vraiment c'était appréciable d'être au bord de l'eau et à l'ombre. Donc pour terminer, on est allé se baigner sur une petite plage à Antibes-sur-les-Vents. Et donc arrivé à la plage, c'était assez impressionnant, le vent et les vagues. Donc nous on a réussi à se mouiller sans problème, c'était assez rafraîchissant. Ah oui, le lundi on avait commencé à réfléchir à comment aller à Genève. Il y avait l'option de prendre la voiture, mais il y avait une taxe de 42 € à payer pour rentrer. Et ensuite, fallait payer le parking, ce qui revenait quasiment à 30 ou 40 € la journée. On était moyen emballé. Moi j'ai commencé à regarder comment y aller en train. Donc il y avait des départs dans une ville proche de Sciez ou alors directement de Thonon. Donc moi j'étais partie sur cette optique là. Et donc au final la personne de l'office du tourisme nous a plutôt conseillé le bus. Par défaut je me suis dit ça va pas forcément être très rapide. Et bien que nenni, le bus 271 relie Thonon à Genève en 1h30. Et donc de Sciez on est quasiment à 45 minutes hors bouchon. Et on s'est dit bah tiens pourquoi pas. Et donc les informations sont allées chercher sur le réseau de transport de Genève. Et donc au final on commence à regarder les arrêts et on se rend compte qu'il y a l'arrêt Bonatray. On se balade et on se rend compte que l'arrêt de bus est au bout de l'impasse. On va pas chercher à aller se mettre à la gare pour prendre le train, patati patata. Là on va marcher 2 minutes et on va être à l'arrêt de bus. Ah oui, parce qu'au final on avait aussi réfléchi à y aller en bateau, mais le trajet c'était minimum 2h30, le premier départ était à midi pour un retour à 18h, ça faisait que 2h30, 3h sur place, c'était pas forcément la meilleure idée. Parce qu'il fallait faire Iroise, la ville qui est en face côté suisse, et ensuite on reprenait le bateau qui faisait la ligne directe entre cette ville-là et Genève. Ça aurait été sympa pourtant de faire un petit bout de croisière sur le lac Léman, mais là dans l'organisation c'était pas forcément la meilleure idée. Donc le mardi soir j'achète les tickets de bus, on en a eu pour 40 € aller-retour pour 2.
Donc c'est globalement le même prix que le train et l'accès tout du moins à Genève en voiture. Donc le mardi, on prend la direction de notre arrêt de bus. Et là, moi je m'étais dit, oh ça doit être hyper calé, le cliché un peu du Suisse et des Allemands, des gens qui sont assez carrés. Et donc, on a l'arrêt de bus un petit peu en avance. On tombe sur un jeune homme qui est tout inquiet, qui va au travail, qui me dit, vous n'avez pas vu passer le bus? Je dis non, non, on est arrivé juste 2 minutes avant vous et pour le moment on n'a rien vu. Et là, il y a un autre monsieur qui arrive et qui nous dit, ah, mais vous inquiétez pas, il n'est jamais à l'heure ce bus-là, quand il passe. Donc là, il y avait le jeune homme qui était tout paniqué, qui dit, oh, il faut que j'appelle mon patron, ça se trouve, je ne vais pas pouvoir venir au travail. Donc nous, on prend le parti de dire, bon, celui d'après, il est dans 1 heure. On ne va pas attendre 1 heure plein cagnard, on attend jusqu'à 9 h et après on voit. Et vous vous rappelez tout mon blabla du samedi? Qu'au final, il y avait un flux continu de voitures, quelle que soit l'heure de la journée. Forcément que le bus est en retard. Forcément, on n'avance pas très très vite quand on est cul à cul. Et on a été quasiment à une vitesse de 20-30 km/h, au moins 50% du trajet, au moins jusqu'à la frontière suisse. Après, il y a eu un petit bout où on a réussi à rouler à allure normale. Et c'est pareil, à l'arrivée dans Genève, on a mis une demi-heure à faire même pas 1 kilomètre quoi. Et donc là, j'ai eu un petit coup de mou de me dire, ah, moi j'aime pas spécialement les grandes villes. Et je me suis dit que ça allait être compliqué comme journée. Donc on finit par descendre, on repère un petit peu les lieux pour savoir où est-ce qu'on repart le soir. Donc là on commence à prendre la direction du lac et de son jet d'eau. On prend un petit peu de brume du jet, il faisait pas encore trop chaud, donc là c'était la partie vraiment agréable. On tombe sur un petit kiosque de tourisme et moi je demande conseil sur effectivement que faire en 2-3 heures à Genève. Parce que j'avais notion que le Mont Blanc était visible, mais je me doutais bien que... alors je vais vous remettre une carte par là. Nous, le centre de Genève était par là, et la montagne et le Mont Blanc est de ce côté-là. Donc en se baladant dans la vieille ville, je me doutais bien qu'on n'allait pas pouvoir voir le Mont Blanc, tout du moins d'en bas. Et donc là, la première chose que le jeune homme nous dit, c'est ah, mais si vous visitez les tours de la cathédrale, vous verrez les montagnes. Ah, ça c'est pas mal. Et donc on part visiter la vieille ville. Il y avait des coins ombragés, c'était pas encore la forte période touristique. J'ai trouvé vraiment agréable cette visite. Et donc là, finalement, je me suis dit qu'il fallait que je cède à la mode du commonplace ou du carnet de culture. Parce que partout, il parlait de la réforme à Genève. Et là, je me suis dit, oula, je suis pas très calée en histoire, déjà française, mais alors suisse, pas du tout. Et un petit dossier que je dois creuser un petit peu pour ma culture générale. Donc on finit par monter la rue qui mène à la cathédrale. L'accès à la cathédrale est assez déroutant, moi j'ai trouvé. D'habitude la cathédrale se voit de loin, c'est un peu un point névralgique dans la ville. Là ça faisait plutôt un bâtiment construit autour de plein d'autres institutions. Sur les côtés tout du moins, il n'y avait pas cet effet waouh de la cathédrale. Une fois qu'on est arrivé par contre sur le parvis, là on a eu un peu notre effet waouh. Et donc on était parti pour la visite. Donc là je vais vous donner mon ressenti brut. Si jamais je dis des âneries au niveau des termes, je me corrigerai par là. La cathédrale était très très grande, mais pas du tout dans le style des cathédrales qu'on connaît nous en France. Les vitraux par contre étaient assez petits. Dans le style vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant. Et donc au cœur de la nef, là je me retourne et je vois un orgue magnifique, mais impressionnant. Et je trouve qu'il fait très moderne. Mais ouais, j'ai vraiment été impressionnée par cet orgue. Alors l'accès au tour, c'est 166 marches. Ça on s'est dit, même pas peur. Ça va nous rappeler la visite à Londres de la cathédrale Saint-Paul, même pas peur. Par contre, à Londres, c'était quand même des escaliers assez larges. Là, vraiment, on passait à peine et dès que je montais une marche, je sentais mon sac à dos qui frottait. On a fini par monter les premières marches et on est arrivé à la première tour. Donc à cette tour-là, c'était assez impressionnant de voir toute la ville. On voyait également la deuxième tour et sur notre droite, on voyait également les montagnes et le Mont Blanc au loin.
Ensuite, pour accéder à la tour nord, il fallait passer par le clocher. Et donc là, sans le vouloir, on a eu du bol, on est arrivé à 11 h tout pile. Alors je vous laisse avec les images qui ressemblent à rien, mais le but du jeu c'était de capter le son. Et ensuite, on est reparti dans la tour nord. Et ce qui est assez intéressant comme système, c'est vu que de toute façon, on passait à peine dans les escaliers, mais il y avait un système de feu. Donc je ne sais pas comment ça marchait les détecteurs, mais j'ai trouvé ça quand même super ingénieux de savoir quand est-ce qu'on pouvait monter ou descendre. Donc la tour nord, au final, elle est encore plus proche du lac. On s'est tenté des petits selfies. On a ensuite décidé d'aller manger au parc proche de l'université en se disant qu'on allait trouver un petit peu d'ombre. Et donc c'est là où il y a le grand mur avec les réformateurs. Et donc pour la culture générale, j'ai commencé à rezioter Wikipédia. Et vous saviez que la Suisse n'a pas de capitale officielle? C'est une capitale de facto. Et il s'avère que c'est Berne. Et donc du coup, moi je me suis mise, pareil, je vais remettre ça dans mon carnet de culture. Donc j'avais la notion que c'était un état fédéral, mais je ne l'avais pas conscientisé comme tel. Et le fait d'avoir des drapeaux de la Suisse et des cantons dans tout Genève, ça permet bien de se rendre compte de cet aspect-là. Donc ensuite on est retourné au bord du lac et donc on a été sur la digue qui longe le jet d'eau. Donc le jet d'eau il mesure 144 mètres, c'est un débit de 500 litres par seconde, c'est impressionnant. Donc à l'origine, à la belle époque, c'était un tuyau d'évacuation d'eau d'une usine qui était proche du lac. Et quelques années plus tard, ils ont réalisé l'attrait touristique de ce jet d'eau, ils l'ont déplacé et actuellement c'est une pompe qui génère ce jet. On voit quand il y a du vent, du coup toute la brume qui est emportée et c'était assez rafraîchissant par ces chaleurs. Et ensuite on est retourné tranquillement vers le parc au bord du lac. Et là je me retourne et j'ai l'excime en fait. Il n'y a plus de jet d'eau. On savait que c'était un jet d'eau qui est impressionnant. Mais à mon avis, à la capitainerie, il y a des moments où ils arrêtent le jet d'eau pour pouvoir laisser entrer et sortir certains bateaux. Il existe des petites navettes taxi sur l'eau, mais celles-ci, elles arrivent à contourner le jet d'eau. Par contre, il y a des grands bateaux qui sont obligés de passer une fois que le jet est éteint. Bon, et bien au final, on avait fini notre petite balade dans les temps pour prendre le premier bus. On est rentré tranquillement à Sierre. Bon, on a mis quasiment 1h, 1h20 à cause des bouchons, mais on a fini par arriver à Sierre. Et là, on s'est tous les deux écroulés parce qu'on ne s'est pas rendu compte qu'on avait pris des coups de soleil. On a mis pendant 2-3 heures pour récupérer. Et ensuite, on s'est fait une soirée tranquille, au calme, et on a juste promené le chien le soir au niveau du port de Sierre. Le mercredi, on a pris la direction de Ivoire pour visiter cette petite ville médiévale. On est parti de bonne heure et c'était vraiment appréciable parce qu'on a senti vers 10 h l'arrivée des touristes. Et nous, vu qu'on avait quasiment terminé notre balade à ce moment-là, ça ne nous a pas trop impacté. C'était vraiment magnifique comme petit village, le lac est transparent, il y a plein de petites ruelles, c'était vraiment une super visite. Alors Ivoire, c'est une petite ville où les chiens sont tolérés. La baignade par contre leur est interdite, mais on peut faire tout le tour de la ville facilement avec le chien.
Il y a juste le jardin des senteurs qu'on n'a pas pu faire du coup parce que justement c'est le seul endroit qui n'est pas autorisé aux chiens. Ensuite on arrive devant la boutique de souvenirs qui était accessible aux chiens. Mais là on s'est dit non, on ne met pas un éléphant dans une boutique de porcelaine. Donc les gens étaient déçus, donc on a commencé à interagir avec eux dehors et dedans de la boutique. Donc on se relaye avec Alexis pour la visite et la gestion du chien. Et donc là quand je rentre, la gérante me dit « Mais vous serez pas une tricopine par hasard ?» Donc elle voit mon châle et mon t-shirt. Et je lui dis « Bah si, vous crochetez ou vous tricotez vous aussi ?» Elle me dit « Oui, oui, je fais partie de l'équipe du festival de Woodstock. » Et donc au final on commence à parler tricot-crochet. Et elle me dit qu'elle essaye de convertir le jeune homme qui est à la caisse. Elle commence à lui dire « Ah mais j'essaie de le motiver à faire le gilet de Jason Momoa. » Donc moi je renchaîne « Ah ouais mais il est trop beau celui-là. Allez-y, vraiment c'est un super loisir. » Et donc on finit aussi par parler du séjour au Pérou qui est organisé pour 2026. Alors moi c'est pareil, dans l'idée j'aurais adoré, mais au niveau gestion et organisation je me projette pas du tout. Mais disons que l'idée m'a traversé l'esprit et après c'est ah bah, non ça ne se fera pas. Mais du coup on a parlé un petit peu de ça parce qu'effectivement la gérante fera partie du voyage. Sur le retour on a vu qu'il y avait une randonnée au niveau de ce domaine là. Il y a juste un endroit où c'était spécifié que la plage était interdite aux chiens. Mais sinon, tout le reste du parc, je ne sais même pas combien d'hectares ça fait, mais vraiment tout le reste était vraiment accessible et on s'est dit qu'on allait tenter cette randonnée-là. Donc on se gare assez facilement, on commence notre chemin et puis on se dit qu'on va faire une petite boucle. Donc on s'enfonce au niveau du domaine, on voit qu'on a quand même plusieurs points de repère, il y a un manoir. Donc on commence à tourner à droite et on se dit qu'on va faire une petite boucle autour du manoir. Donc on descend au niveau du lac et puis là on est parti finalement pour une randonnée d'1 heure. Parce que c'est immense et du coup il y avait un manoir, une maison et une châtaigneraie et donc on a fini par faire tout le tour. Mais c'était vraiment très très appréciable. Il était autour de midi, ça commençait à cogner. Le bord du lac était vraiment très très agréable. Et donc il faisait tellement chaud l'après-midi, au final on est allé se promener dans notre petit sentier. Ça va Tilio? Il est bien ce nouveau sac hein? Donc le jeudi on est parti faire un tour aux Aigles du Léman. Donc c'est un parc zoologique qui a pour première mission de faire de la conservation d'espèces et de réintroduire la pigargue à queue blanche autour du lac Léman. Durant le spectacle, il y avait beaucoup d'informations autour des espèces, il y avait également de la sensibilisation à la conservation de celles-ci. Et vraiment j'ai trouvé que c'était quand même bien agencé. On a pique-niqué sur place et ensuite en repartant on a visité la grande volière. On y a vu du coup des vautours, différents aigles. Il y a également des brebis au milieu de tout ce petit monde. Et donc là le but du jeu c'est de casser l'image des vautours, comme quoi ça peut décimer des troupeaux, emporter des enfants, tout le folklore qu'il peut y avoir autour de ces animaux-là. Ah, je vous ai dit des bêtises, je suis en train de revoir, c'est la plus grande volière de rapaces du monde. Et donc sur l'ensemble du parc, il y a 350 oiseaux répartis en 80 espèces. Il y a également des nocturnes, et donc là je vous remettrai une petite photo. C'est assez impressionnant de voir effectivement ces grands rapaces, ailes déployées. Ça fait des envergures entre 1,50 m et 2,50 m. Vraiment, là la caméra aplatit tout. En vol, c'était très impressionnant. Donc, ensuite, le planning était un petit peu serré. Il fallait qu'on aille à une maille à la fois avant la fermeture. Alors, j'ai trouvé pareil le lieu super. On sent le côté convivial du bar à laine. Il y avait quelques personnes à l'entrée qui étaient à l'ombre en train de tricoter, crocheter. J'ai ensuite discuté avec Margot qui tenait la boutique pour ce jour-là. Maurice s'est posé dans un coin le temps que je faisais un tour. Et ça fait un petit cocon avec plein de laine, plein d'articles créatifs autour de soi. La caverne d'Ali Baba un petit peu, mais vraiment j'ai trouvé ça super de voir toutes ces couleurs. Donc je fais le tour de la boutique, pareil, sans idée précise de ce que je cherche. Et donc je finis par voir ce coloris bleu là.
Il y en avait deux. J'hésitais à prendre les deux. Et je me suis dit, bon, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. On va commencer par un. Et là où j'ai eu un doute, c'est que quand je suis passée à la caisse, une des personnes sur place a dit « Ah, mais celui-là, ça fait un moment qu'il traîne. » Je dis « Comme ça fait un moment qu'il traîne. Ça veut dire que l'autre tout seul, il va rester tout seul très longtemps. Je peux le ramener avec moi s'il faut, pour qu'il ne soit pas séparés les deux. » Bon, au final, j'en ai pris qu'un. L'autre chose que j'ai trouvé dans la boutique, c'est qu'il y avait une zone de stockage. Et j'ai trouvé quelque chose qui m'a appelé par la couleur, hein, c'est du bleu, on va pas se mentir. Mais par contre, je vais sortir de ma zone de confort par rapport à la matière. Je suis désolée, c'est emballé dans du plastique, ça va faire un peu de bruit. J'ai trouvé ce kit de 3 écheveaux de 100% coton en fingering. Et là, je sais pas pourquoi, ces couleurs-là, ça m'a parlé. J'ai eu envie de faire un top au crochet du style peut-être 5e élément. Même si le 5e élément, j'aimerais bien le faire dans les mêmes couleurs. Je me suis dit que j'allais quand même trouver un top au crochet à faire. J'ai 1200 mètres, j'aurais quand même m'en sortir. Là comme ça, il y a un top de By Katerina qui me plaît bien. Il y a aussi un top de la Fée Ballot. Il faut que je farfouille pour trouver le bon projet. Pour que le métrage rentre dans ma taille. Mais une fois que je l'avais eu dans les mains, ce kit-là, j'étais incapable de le lâcher. Bon, au final, Alexis s'est décidé le jeudi à aller visiter une fromagerie. On avait eu le temps toute la semaine, il m'avait dit « Oh, mais non, mais de toute façon, le fromage, il va tourner sur la route. » Aux Aigles du Léman, on est tombé sur des prospectus avec toutes les fromageries qu'il y avait dans le coin. Et là, il m'a dit « Oh, j'ai trop envie d'acheter du fromage. » Donc au final, on allait courir au temple du fromage à côté d'Évian le jeudi soir. On est arrivé 10 minutes avant la fermeture parce que bouchon, voiture cul à cul pendant X kilomètres. Mais au final, on a réussi à arriver à la boutique, à ce qu'elle ne soit pas fermée, et on a réussi à ramener donc un peu de Beaufort, un peu de bûche des neiges et un peu de raclette. Parce que nous, on a un trip avec certaines copines, c'est de faire une raclette au 14 juillet. La semaine d'avant le 14 juillet, on va avoir du mal à trouver de la bonne raclette. Là, au moins, on a pris un petit peu pour cet événement-là. Et donc, pourquoi aller dans la boutique proche d'Évian? C'est parce qu'on avait projeté de faire le jeudi soir un petit tour autour du lac et un petit tour au casino. Alors, le casino, c'est pas forcément mon truc, mais Alexis a bien été au salon Woolstock avec moi. Je peux bien passer une soirée au casino avec lui. La ville d'Évian, j'ai trouvé ça très très joli. Bon, certes, on sent le côté touristique et on sent la richesse qu'il y a dans cette ville. Mais moi, j'ai adoré tous les bâtiments Belle Époque. La chose qui m'a un petit peu déçue, c'est que je m'étais quand même projetée de mettre les pieds dans l'eau avant de repartir. Et ça se trouve, c'est un peu comme ça aussi sur la promenade des Anglais à Nice ou autre. Là, tout le long du lac à Évian, c'est pas fait pour aller mettre les pieds dans l'eau. Moi, j'ai réussi à bidouiller un truc pour aller mouiller mes pieds, mais moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une petite plage, peut-être un petit peu excentrée, mais qu'il y ait un petit accès à l'eau ou une petite plage, et ben au final, pas du tout. Il y avait certes à certains endroits quelques petits pontons, mais personne n'était à l'eau. Je me suis dit, je vais pas faire ma touriste de base et bonjour, je décrète. Bon, il n'y a pas de panneau d'interdiction de se baigner, mais je me sentais pas d'aller faire un plouf comme ça. Donc j'ai coupé la poire en deux et j'ai profité de prendre des photos du brise floral autour du lac Léman pour mettre les pieds dans l'eau. Après, je me suis un petit peu voulu parce que ça faisait une semaine que je disais « Ah, il faut que je fasse des photos du châle autour du lac ». J'aurais dû le faire à Antilly-sur-Léman. Là, avec les galets, ça aurait été sympathique. C'est pareil. On aurait dû faire une photo toutes les deux avec Émilie avec notre châle. Bon, on a été embarqués dans la journée, ça s'est pas fait. Mais donc là, j'ai fait un compromis, photo à Évian. Mais à la base, c'est pas forcément ça que je voulais faire comme photo. Donc en sortant du casino bénéficiaire de 7,50 €, on tombe sur un très joli coucher de soleil. Et donc au final, c'était parfait pour clôturer ce petit séjour. Le vendredi, la chose que je vous ai pas dit, c'est qu'au final, dans l'Airbnb, il y avait du bois partout. Et j'avais bien vu sur les photos, mais je m'étais dit, oh, au pire, je vais pouvoir négocier un truc avec la chambre et la salle de bain pour gérer les griffes de mon chat. Et donc, il dormait avec nous enfermé dans la chambre.
ça faisait quand même plusieurs jours qu'il me réveillait à 4 h du matin. Donc je faisais souvent les siestes l'après-midi. Mais là, le dernier jour avant de prendre la route, il m'a réveillée à minuit 48. La nuit a été longue. J'ai essayé de l'occuper, de jouer avec, patati patata. Non, lui, il avait la patate. Donc moi, j'ai commencé à faire les valises et à ranger l'Airbnb dans la nuit. J'ai laissé Alexis dormir, je me suis dit, c'est lui qui allait conduire. Donc on finit par ranger l'Airbnb, on déjeune tranquillement et on prend la route tranquillement vers 9h30. Là, on ne se projetait pas du tout pour faire 11 heures de route, donc on s'est dit, on a le temps de remonter, on n'a pas d'impératif. On s'était projeté sur un arrêt à Clermont-Ferrand et un arrêt à Nantes. Pour aller à Clermont-Ferrand, il y a 2 itinéraires. La route de Genève et de Bourg-en-Bresse comme à l'aller, ou alors la route d'Annecy. Vous vous rappelez ce que j'ai dit en début de vidéo? Que je ne le sentais pas du tout Bourg-en-Bresse. Et donc, je me suis dit, oh, on va tenter par Annecy. C'est l'occasion de voir le lac. Il y avait un arrêt possible à Aix-les-Bains, il y a un petit lac aussi à ce niveau-là. Donc on s'est dit, bah, pourquoi pas. Donc on prend la route d'Annecy tranquillement. Et avant Annecy, on sent le turbo qui chauffe encore. On se dit, oula, on va s'arrêter à une heure de repos. À ce moment-là, on tombe sur un gentil monsieur qui faisait un tout petit peu de mécanique, qui nous dit « Ah, mais vous inquiétez pas, c'est que le turbo, va falloir faire plein d'arrêts, mais vous allez pouvoir avancer. » Donc on ouvre la protection du turbo et on continue à avancer. Ouais, donc là, moi je commençais à être un petit peu stressée. J'avais pas peur de tomber en panne. J'avais vraiment peur de rester plein cagnard avec les animaux à gérer sur la bande d'arrêt d'urgence. Ça, c'était mon flip. Donc on repart quand même tranquillement. Et alors là, un spectacle, mais alors magnifique. Le Mont Blanc, les montagnes, vraiment, j'ai eu un petit goût de waouh, c'est quand même beau et je suis contente d'être passée par là. On passe à Annecy, j'ai dit à Alexis, non tant pis, on s'arrête pas, là je le sens pas, on continue. On prend la direction d'Aix-les-Bains et entre Aix-les-Bains et Chambéry, la voiture elle a décidé de ne plus avancer. On commençait à sentir que dans les tours ça n'allait plus, le moteur qui commençait à fumer un petit peu. Mais on n'avait pas de voyant moteur. Donc on s'est vraiment dit, non mais c'est le turbo qui chauffe, mais ça peut le faire. Ben non, au final on a beau rétrogradé, 4e, 3e, seconde, non on ne sait pas. Bim, bande d'arrêt d'urgence, on est à 1 km d'une aire de repos. On se gare, Alexis fait 3 fois le tour de la voiture. Et là moi j'ai dit, non mais il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on appelle l'assurance, c'est pas possible. Et donc moi j'avais qu'une peur, c'était qu'ils me disent, non on repart. Et il était ouais mais comment on va faire, ils vont nous rapatrier en train, ça va être chiant. J'ai dit non au pire on aura une voiture, on se démerde, mais là moi je reprends pas la route. Et là, à partir du moment où il a dit non c'est bon, on ne repart pas, moi je me suis détendue. On était à une heure de repos, il y avait de quoi manger. Bon certes l'espace climatisé était interdit aux animaux, mais il y avait de l'ombre. On pouvait attendre, je me suis dit là je m'en fiche. La journée peut se passer, je m'en fiche, on attend là, on est. Certes il va faire 35 degrés, mais il y a de l'ombre. Moi je ne bouge plus de cette aire de repos. Et donc au final on a appelé l'assurance, ça s'est très très bien passé. La dépanneuse est arrivée en 20 minutes. Donc elle nous a déposé un espace climatisé où il y avait des toilettes, de quoi se reposer. Donc vraiment on a été super bien encadrés. Et donc une fois qu'on a récupéré la voiture de location vers 16 h, et ben on s'en est parti tranquillement vers Clermont-Ferrand. Et là il faisait 35 degrés. On avait une voiture avec la clim. Donc au final on a commencé à réaliser et on s'est dit mais au final cette panne ça nous a pas gâché les vacances. On s'en est bien sorti, on a récupéré une clim parce que je ne sais pas au final comment on aurait voyagé sans la clim quoi. Par 35 degrés on aurait roulé les fenêtres ouvertes et on n'aurait pas beaucoup plus avancé hors problème de turbo. Et donc on est arrivé vers Clermont-Ferrand vers 20 h. Et là c'est pareil, Alexis me disait bon Clermont-Ferrand ça va, c'est plat. Au final avec notre voiture on serait jamais arrivé à Clermont-Ferrand. Avec les monts. Alors oui, c'est moins pentu que la montagne. Mais les volcans, ça fait quand même ça. Donc on était bien contents d'arriver. On a passé une bonne nuit et le lendemain, du coup, le samedi, on est reparti. Comment ils disent dans la haut, l'aventure c'est extra. Donc là on est parti pour faire Clermont-Ferrand-Rennes. Donc c'était la même route qu'à l'aller, on connaissait, ça s'est bien passé. Il faisait toujours aussi chaud, on a réussi à trouver des coins ombragés pour faire nos pauses. On est arrivé assez tôt à Rennes, vers 16 h. Et là on hésite, on se dit oh,
Si on se pose juste un petit peu chez mon père histoire de manger, si on repart à la fraîche, on peut être tranquille pour rendre la voiture le dimanche après-midi. Et donc au final c'est ce qu'on a fait, on s'est posé un petit peu et on est reparti à la fraîche. Et donc c'était vraiment agréable. Et on est rentré du coup le samedi soir, dimanche matin à la maison. Le dimanche, et bah, tranquillou, on a vidé nos valises, on a rendu la voiture de location. Et donc me voilà aujourd'hui mercredi à vous raconter mes petites péripéties. J'ai passé vraiment une très très bonne semaine. J'étais contente d'avoir été au salon, j'étais contente d'avoir rencontré des croches copines, super contente d'avoir vu Émilie. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai rencontré Margot qui fait partie de l'équipe d'une maille à la fois et qui vient souvent en vacances en Bretagne. Donc juste avant de repartir, on avait pas mal discuté itinéraire pour savoir comment on pouvait remonter. Et donc là, je sais pas pourquoi on commence à parler de l'édition de l'année prochaine. Parce que vraiment, le dimanche, on entendait parler vraiment que ça avait été une belle édition et que tout le monde s'était projeté pour refaire une deuxième l'année prochaine. Et je sais pas comment on en arrive à discuter. Bon, Alexis me dit qu'il a bien apprécié le séjour, mais que pour autant, il ne reviendrait pas forcément au salon l'année prochaine. Et là, Margot me dit, mais tu sais que ça existe, un EasyJet qui fait Rennes-Genève. Ah, mais ça, c'est trop cool. Parce que Rennes-Genève, c'est facile en avion. Et puis maintenant, Genève-Siers, je sais gérer. 271, ça prend 1 heure, pas trop cher. Nickel. Les Airbnb, je sais qu'il y en a dans le coin. Donc vraiment, je me suis pas mal projetée pour y retourner. Donc vraiment, il y avait une ambiance. Je comprends que pas mal de gens se soient projetés sur une seconde édition. Bon, et ben voilà, c'était la vidéo. Bon, et ben voilà, c'était ma vidéo en direction de Woolstock. Bon, et ben voilà pour mon blabla des vacances et du festival Woolstock. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que vous n'avez pas trop souffert de la chaleur la semaine dernière. On se retrouve normalement dans la semaine pour la Pâques de mai et de juin. Passez un bel été si jamais on ne se revoit pas d'ici là. Prenez soin de vous.